Hi, quoi? Bonjour Nicole. Quoi, ça va bien? Très bien, toi? Ça va bien, oui. Bonjour tout le monde. Il y a différentes façons, selon les différentes langues autochtones, de se dire bonjour. Il y en a beaucoup qui doivent me connaître. Si tu es dans une école de chemin du roi autour de Trois-Rivières et ses extrémités le long du fleuve, je m'appelle M. Charles, je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans 56 bâtisses au primaire. On se promène. Et je suis en compagnie de mon amie Nicole. Oui, moi c'est Nicole Pomsawin. Moi je suis Abénaki, de la Première Nation des Abénakis. Puis je vous accueille aujourd'hui chez nous, dans mon village, au bureau du conseil de vente. À Odanak. À Odanak. Qui, pour situer sur la rive sud de Trois-Rivières, un peu à l'ouest de Nicolet. Donc, oui, à peu près à 50 minutes de Trois-Rivières. C'est ça. Donc, on est ici au conseil de bande, puis on est là pour une journée très importante. C'est la journée nationale, la deuxième journée nationale de vérité et de la réconciliation, parce qu'il s'est passé des choses dans notre histoire au Québec, au Canada, un peu glorieuses par rapport à nos relations entre allochtones, les non-autochtones, et les autochtones, qui d'ailleurs, que veut dire autochtone? C'est les premiers habitants d'un territoire. Il y en a partout à travers le monde. Dans le cas des Autochtones ici, il n'y en a pas juste une sorte non plus. Il faut éviter de mettre tout ça dans le même panier. Il y en a 11 nations au Québec, plus d'une soixantaine au Canada. Et malgré qu'on les a débaptisés pendant très longtemps, entre autres à cause de M. Christophe Colomb, quand il est débarqué il y a 530 ans dans les Amériques, sur Jacques Cartier, on a rapidement appelé ça des Indiens. Imaginez-vous donc, parce qu'il pensait qu'on venait de l'Inde. Il était un petit peu perdu, il aurait eu besoin d'un GPS, mettons. Oui. Mais c'est ça. Donc, et encore aujourd'hui, plus de 500 ans plus tard, il y a encore des reliques de tout ça. Ah oui, il y a la loi sur les Indiens qui existe. La loi sur les Indiens, c'est un document légal, donc on ne peut pas changer le titre. Donc, ça s'appelle toujours la loi sur les Indiens. Qui est très discriminatoire, entre autres, qui traite encore les Autochtones qui vivent dans les réserves, dans les communautés, comme des mineurs, des enfants, même à l'âge vénérable de Nicole. Oui, hein? C'est ça. On ne dira pas l'âge vénérable. On se taquine entre nous deux parce qu'on se connaît bien, là. Mais, et non seulement ça, c'est que avant ça, c'était pire que ça. On appelait ça l'acte des sauvages. Parce qu'on dit qu'un autochtone, ça ne pouvait pas être assez civilisé et intelligent pour être comme les autres. C'est ça. Il fallait qu'on change nos habitudes, puis nos croyances, puis nos façons de faire, notre mode de vie, parce que c'était considéré comme moins sauvage, en fait. Donc, il fallait se civiliser. Donc, il fallait rentrer dans la civilisation apportée par les colonisateurs. C'était comme un but. Donc, même dans la loi, ça disait que si tu te rendais à l'université, ben là, tu étais rendu assez intelligent pour être appelé un autochtone. C'est ça. Ça allait jusque-là, là. Mais encore aujourd'hui, dans des affaires plus triviales, hein, on a le blé d'Inde. Ah oui, le blé d'Inde. On a la poule d'Inde. Ben, on ne l'appelle plus poule d'Inde. C'est les Français qui l'ont appelé de même parce qu'il n'y avait pas d'Inde en France. Donc, ils ont vu une dinde et puis ils l'ont appelé la poule d'Inde. On a juste enlevé le poule, puis on a enlevé l'apostrophe aussi. C'est devenu une dinde. Hein? C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire, ça, c'est autre chose. Mais la journée souligne ce qui s'est passé pendant une centaine d'années au Canada pour plus de 150 000 enfants qui ont été carrément arrachés à leur famille sans leur demander leur avis ou quoi que ce soit, et envoyés dans des pensionnats, donc des écoles où on dormait là, autour du 30 septembre, là, le choix de la date l'année passée. C'est ça, parce que c'était le début des classes à ce moment-là. Donc, c'est ça. Et on prenait les enfants et ils revenaient à la maison quelque part au mois de juin, à la fin des classes. Quand ils revenaient. Parce qu'effectivement, comme on apprend davantage au cours des dernières années, c'est qu'il y a la dernière fois que j'ai vu le chiffre, là, ça tournait autour de 7-8 000 enfants qu'on a retrouvé des restes dans des cours arrière des pensionnats qu'on avait enterrés, donc les ossements, tout ça qu'on retrouve. C'est ça. Ben, c'est ça. Donc, il y a à peu près 7 à 8 000 enfants qui ne sont pas rentrés chez eux. Donc, à la fin de l'année scolaire, ben, les frères, les sœurs partaient puis ils retournaient chez leurs parents pour l'été. Et puis, ben, il en manquait un, il en manquait deux. Ils ne revenaient pas, on n'avait pas aucune idée où est-ce qu'ils étaient. Depuis quand? Était plus. Est-ce qu'on n'avisait jamais les parents? Non. Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas l'Internet dans le temps. Non, mais encore là, on aurait pu envoyer un message quelconque. Oui. Je pense que ça aurait été possible, mais on n'envoyait pas ça. Donc, c'est les parents qui apprenaient en regardant, retrouver leurs enfants, mais il y en avait qui ne revenaient pas. Donc, ils savaient qu'ils étaient. Ils n'ont jamais su où est-ce qu'ils étaient d'ailleurs.
il pensait peut-être qu'il était en vie en quelque part. Hein? Les parents espèrent toujours ça. Hein? Mais c'est ça, parce que les frères et les sœurs étaient séparés dans des pensionnats, donc bien souvent, c'était un frère ou une sœur, il n'y avait encore aucune idée de ce qui s'était passé. Mais non, même dans les gens de la famille, si c'est une sœur qui est décédée puis qu'elle a 3 frères, ben, ils ne savent pas que la sœur est décédée. Effectivement. Donc, et pour ça, et l'autre aspect qu'on est là et comme vous voyez, je sais que dans plusieurs écoles, ils se sont habillés de circonstances aussi, la journée du chandail orange, qui vient de l'histoire d'une des survivantes des pensionnats dans l'Ouest canadien, qui, sa grand-mère lui avait offert un chandail orange pour aller à l'école. Son entrée à l'école. Comme une fierté, mais que finalement, tout ce qu'on faisait, comme tout le reste qu'un Autochtone pouvait amener dans les écoles, on pitchait ça aux poubelles, au feu ou autre, et on voulait enlever toute trace d'être autochtone, puis devenir un bon blanc et croyant. À ce moment-là, on leur imposait un uniforme. Il y a encore aujourd'hui des écoles privées qui ont des uniformes. Et des écoles publiques aussi, dans les écoles. Oui, donc, il y avait un uniforme qui devait justement être tout pareil. Donc, et puis, la majorité des enfants autochtones avaient les cheveux longs. Garçons et filles, d'ailleurs, avaient les cheveux longs, portaient la tresse souvent. Et puis, la première chose qu'on faisait à l'école, en entrant à l'école, c'est qu'on coupait les cheveux. Après ça, on leur faisait prendre une douche pour leur mettre un uniforme. Pour les mettre le plus possible comme un blanc. Oui, que tout le monde soit pareil, qu'il n'y ait pas de différence. Voilà, parce que c'était l'idéal à atteindre. Oui. Mais donc, d'habitude, quand il y a des rencontres entre Autochtones, qu'il y ait des assemblées, des réunions ou des cérémonies, il y a une façon de faire que Nicole va commencer par nous montrer. Oui, Ensuite, on va avoir une petite histoire pleine de sens qui donne encore du sens à la journée. Et il y a plein d'élèves aussi qui nous ont envoyé un paquet de questions par curiosité pour apprendre. Donc, par la suite, on va y répondre. OK. C'est sûr que quand il se passe quelque chose, une assemblée, même si c'est sérieux, c'est une assemblée publique ou ça peut être une cérémonie, ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une purification. Purification, souvent, on voit des gens qui utilisent un coquillage, qui mettent de la sauge, qui est une plante qui pousse dans les endroits secs. Donc, ils utilisent la sauge pour purifier dans un coquillage. On le fait aussi à l'occasion, mais nous autres, autrefois, la sauge ne poussait pas ici, donc on utilisait le foin d'odeur. Donc, le foin d'odeur, c'est une herbe qui sent bon, qui pousse dans les endroits humides. Donc, ça peut être sur le bord des marais, sur le bord des lacs, des rivières. Aujourd'hui, on en retrouve moins à l'état sauvage parce que les habitats ont été détruits. Hein? Donc, on les retrouve plus. Donc, pour être sûr d'en avoir, nous autres, on les cultive maintenant. Donc, le foin d'odeur est utilisé comme pour la sauge, en fait. Donc, on brûle une partie du foin et puis on purifie. Chasser les mauvaises pensées. On chasse les mauvais esprits, les mauvaises pensées pour être en harmonie ensemble et être disponible pour le moment qui se passe. Que tout le monde soit respectueux ensemble. C'est ça. Donc, ça, c'est avec le foin d'odeur. Puis si c'est avec une tresse, c'est parce qu'on dit que, comme c'est une herbe qui pousse dans la nature, c'est une herbe qu'on considère que c'est comme les cheveux, tresser les cheveux de la terre-mère. Donc, ça, c'est toute la symbolique. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas brûler le foin d'odeur parce qu'on est à l'intérieur. Puis à l'intérieur, ici, comme ailleurs, comme chez vous à l'école, probablement, il y a des systèmes d'alarme. Et quand on fait brûler, ça peut. Ça nous tente pas. Ça nous tente. Donc, souvent, on utilise aussi à l'intérieur une chandelle qui est faite à partir du foin d'odeur. Donc, qui fait, pour quand on ne peut pas se permettre de faire de la fumée à l'intérieur, on utilise la chandelle qui rappelle le foin d'odeur. Puis des fois, pendant la durée de la réunion, si ce n'est pas trop long, on la laisse brûler. Et je vous confirme que ça sent très bon parce qu'à chaque fois que Nicole apporte ça dans ses mains, il y a des bonnes bouffées. Oui. D'ailleurs, c'était considéré comme une herbe féminine, alors que la sauge, c'est l'herbe masculine. Okay. Donc, l'équilibre entre les deux. Et comme je disais, Nicole va nous raconter une histoire parce qu'il y a 11 nations au Québec qui ont autant d'histoires de comment on explique la création de la Terre, autant que si tu es chrétien ou que musulman ou autre, on a d'autres histoires de comment on raconte. Et chez les Abénakis, ils ont leur propre histoire. Et comme
on va le voir, ben, une histoire pour les Autochtones, peu importe la nation, ça ne se lit pas dans un livre, c'est pas transmis à la télé, hein, c'est par la tradition orale que généralement les aînés transmettent ça aux jeunes. Et donc, je te laisse oui, donc, c'est l'histoire c'est une partie de l'histoire de la création, parce que je peux vous dire que c'est l'histoire. On n'en a pas des heures. Oui, oui, ça peut prendre plusieurs heures, puis même plusieurs jours à raconter. Mais disons que l'histoire de la création chez les Abénaquis, ben, on dit d'abord, il faut poser qu'il y a deux créateurs chez nous. Il n'y a pas juste un. Il y a le créateur masculin puis le créateur féminin. Donc, un garçon et une fille. Celui qui est masculin va s'occuper de tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est bon, la terre, la pierre, etc. Puis le côté féminin va donner le souffle de vie à tout ce qui nous entoure. Donc, la création s'est faite à deux. C'est fait partout sur la terre. Donc, on a fait des pierres, on a fait des montagnes, on a fait des ruisseaux, des lacs, des rivières. Et puis, ben, on a fait les oiseaux, les poissons, les animaux des forêts qui marchent à quatre pattes, puis ceux qui rentrent. Hein? Donc, tout ça a été mis en place. Puis quand ça a été mis en place, on s'est dit, ben, ça serait bien d'entendre rire et chanter. Rire et chanter, puis pour ça, ça prend des humains, des êtres humains, qui vont prendre soin de tout ce qui est créé. Donc, ben, à ce moment-là, on a pensé qu'il fallait que ça soit un matériau qui soit solide, fort, robuste, et puis on a pensé à la pierre. Premier matériau, la pierre. Donc, on a empilé les pierres les unes sur les autres dans la forme humaine, un peu comme les Inuktitut. Et donc, on a fait ça, puis c'était des êtres en pierre, mais géants. Donc, ça, c'est les premiers ancêtres des Abénaquis. Et puis, on leur a donné le souffle de vie. Donc, ces êtres de pierre-là se sont déplacés lourdement hein, sur la terre, en fait. Et puis, ben, comme il était lourd, il y avait un corps de pierre aussi. Puis, on commençait parce qu'il était lourd, puis ils ne voyaient pas ce qui était petit en dessous d'eux, commençaient à écraser les plantes et puis les petits animaux, les insectes qui se trouvaient à leurs pieds. Et puis, ben, avec leurs bras pesants, avec les bras en pierre, ben, ils détruisaient la forêt, en fait, les arbres et puis les arbrisseaux. Donc, les créateurs ont dit, mais ça n'a pas de sens, là. Si on laisse ça aller, ils vont tout détruire ce qu'on a créé. Donc, ben, comme ils ne peuvent pas détruire parce qu'ils sont des créateurs, ils ont juste réduit la taille. Et puis, ben, aujourd'hui, on dit qu'ils ont la taille des feuilles d'érable à peu près. Ces êtres de pierre-là. On les retrouve partout, sur les montagnes, dans la forêt, sur le bord des eaux, des lacs, des rivières, des falaises, dans les clairières aussi. On en retrouve partout des êtres de pierre. Et ces êtres de pierre-là, aujourd'hui, on dit qu'il y a certaines personnes qui les voient. Mon grand-père dit qu'il les a vus. Mais il y en a d'autres qui ne les voient pas parce que quand on arrive puis on parle, ben, ils ne bougent plus. Donc, on ne peut pas les voir. Mon grand-père disait que si on voulait aller dans le bois, par exemple, avant d'entrer dans le bois, parce que c'était leur maison, on devait leur offrir du tabac. Alors, on leur offrait du tabac, un petit peu de tabac, parce que mon grand-père disait que ces petits êtres de pierre, ils raffolaient du tabac. On leur laissait un petit peu de tabac pour leur dire qu'on arrivait dans leur maison. Et puis ensuite, ben, on pouvait se promener sans craindre, pas qu'ils étaient méchants, mais c'est parce qu'ils nous jouaient des tours. Tu sais, des fois, on pouvait se prendre les pieds dans les racines. On pouvait avoir des plantes qui s'accrochent après nos cheveux, etc. Donc, tout ça, si on voulait faire une belle visite, valait mieux offrir du tabac avant d'entrer dans le bois. Donc, ça, c'est pour les petits êtres de pierre. Après ça, pour arriver aux humains, pour revenir à la pierre, pour arriver aux humains, on a trouvé un matériau qui était fort, mais qui était aussi souple, avec un cœur chaud. On a trouvé un bois franc, qui était le frein. Le frein. Et puis, ben, les pierres, ben, comme ça avait été déjà presque nos ancêtres, en fait, ben, les pierres, on les a appelées les grands-pères. Les grands-pères pierres. Et encore aujourd'hui, puis pas juste chez les Abénaquis, chez d'autres nations aussi, on va mettre autour des feux, on va disposer de différentes pierres pour entourer le feu puis empêcher qu'il court partout, mais aussi pour nous protéger si c'est à l'intérieur de la maison. Et donc, on dit que les pierres qu'on pose autour du feu s'appellent les grands-pères aussi, encore aujourd'hui. Le Mao ou le Moshoum, c'est les grands-pères qui veillent sur nous. Et en même temps, ça nous rappelle qu'on a tous les grands-pères aussi qui ont vécu avant nous. Et puis, il faut avoir une pensée pour ces grands-pères-là, parce on leur doit d'être là aujourd'hui.
Donc, ça, c'est pour l'histoire des grands-pères Pierre dans notre communauté puis dans les autres communautés, les Moshaw. Puis, un des aspects de cette histoire-là, c'est vraiment le respect de la nature. C'était des géants, puis là, ils vivaient tout. Donc, une des différences marquées souvent entre autochtones et non-autochtones, c'est ce respect d'équilibre dans la nature, de préserver la nature, de ne pas se considérer supérieur, de pouvoir tout couper, la forêt qu'on veut, de ne pas trop prendre et de ne pas tout polluer. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr qu'on n'avait pas d'industrie, je pense. Mais en même temps, on avait ce respect-là parce que nous, on voyait, d'après les histoires qui nous étaient racontées, que notre place dans toute cette vie-là qui circule, parce que tout est vivant, même les pierres chez nous sont vivantes, donc tout est vivant. Et donc, nous, on a notre place dans ce cercle de vie-là, et puis qu'on n'est pas les maîtres de ce qui nous entoure, mais on est les gardiens de ceux qui nous entourent, et puis de tout ce qui est vivant, autant les plantes que les animaux, et puis qu'on doit prendre juste ce qui est nécessaire. Il y a plein d'histoires qui sont racontées pour dire que quand on déroge à ça, quand on ne fait pas attention à ça, bien, on a des conséquences. Ça me dit d'autres choses. Oui. Donc, on a plusieurs questions qui, évidemment, compte tenu du contexte de la journée, touchent beaucoup à ce qui se passait dans ces fameux pensionnats-là, un peu partout à travers le Canada, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ça a commencé dans l'Ouest avant de venir au Québec. Oui. Mais une des questions qui revient beaucoup, c'est est-ce que tous les enfants se sont ramassés là? Quels étaient leur quotidien? C'était quoi la réalité dans les pensionnats? Bien, beaucoup d'enfants autochtones ont passé là, c'est sûr, plusieurs générations. Mais en même temps, il faut vous dire qu'il y en a qui ont été épargnés, qui n'ont pas été à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils étaient considérés comme trop vieux. Donc, déjà trop contaminés par la culture de leurs parents. Oui, c'est ça. Donc, les enfants qui avaient 10, 11 ans, ben, souvent, on n'allait pas les chercher. On prenait les petits, ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 6 ans, ceux qui ont 7 ans, puis 8 ans. Donc, on amenait ces enfants-là à l'école, alors que ceux qui avaient 10, 11 ans, ben, on les laissait souvent avec leurs parents. Parce qu'il y avait déjà eu trop de mauvaises influences. Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, et puis, ben, il y a eu ça. Donc, les gens qui ont considéré qu'ils étaient trop vieux pour aller à l'école, pour apprendre. Et puis, ben, il y avait aussi des parents, quand ils ont vu que les enfants étaient retirés comme ça, ben, eux autres, ils ont eu le réflexe de retourner sur leur territoire. Parce que les territoires habités, ils n'habitaient pas dans une communauté, ils habitaient sur le territoire, ils se déplaçaient, c'était des nomades. Et donc, ils sont retournés dans le bois, des fois à 200 km dans le bois. On n'était pas capable de les trouver. Fait qu'ils se sont sauvés avec leurs enfants. Et des fois, ben, ça leur a épargné 3-4 ans d'école résidentielle. Ils sont restés avec leurs parents, donc ils ont eu quand même le contact de leurs parents, de leurs grands-parents au quotidien. Puis, il y a une autre catégorie de gens qui ont été épargnés. Nous, par exemple, chez les Abénakis. Chez les Abénakis, chez les Hurons-Wendat à Québec, proche de Québec, chez les Mohawks à Kanawaki, il y a des gens qui sont allés à l'école résidentielle de ces places-là, mais la majorité ne sont pas allés. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà une école. Juste avant de te laisser continuer, une des réactions que je sais et des questionnements qui nous sont survenus, c'est OK, on parle de Benaki, on parle de Wendat, on parle de Mohawk, on pourrait parler des Inuits, des Mi'kmaq, mais entre Iroquois, Algonquins, puis ça, c'est quoi comment ça trouver? Comment ça trouver? Oui, parce que ce qu'on voit plus en univers social, c'est qu'on parle des Iroquois et des Algonquins. Mais... Oui, puis on parle en 1600. Donc aujourd'hui, on est encore là, mais les Algonquins, ils sont de différentes nations. Donc, il y a différentes nations. Les Algonquins puis les Iroquois, c'est la langue, la distinction linguistique. OK? Donc, nous, parmi les Algonquins, ben, il y a la majorité des nations au Québec sont des Algonquins. Il y a 2 nations qui sont iroquoiennes, c'est les Hurons-Wendat et les Mohawks. Donc, eux, c'est iroquoiens, puis tous les autres, c'est Algonquins. Inuits, Atikamekw, Abénakis, Malécite, etc. Bon, ben oui, pour poser ça. Parce qu'on nous a posé la question. Oui, donc, parce que là, vous ne savez pas, c'est ça, vous n'avez pas appris ça encore à l'école. Peut-être plus tard, quand vous allez être plus grand. Puis en plus, les gens, pour vous mêler encore plus, les gens reprennent leur nom traditionnel. Donc, ils ne s'appellent plus Huron, ils s'appellent Wendat. Puis nous, éventuellement, on va s'appeler Assiniboine. Mais là, on s'appelle encore Abénakis. C'est plus simple pour nous. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a encore là des noms de villes ou autres. Qui sait des noms autochtones? Tu sais, Chicoutimi, Québec, Saguenay, Ontario, Shawinigan. On a francisé dans
l'écriture, mais qu'à la base, c'est des noms autochtones qui ont des significations particulières. Puis il y a des lieux qu'on a changé de nom. Par exemple, la rivière Saint-Maurice. La rivière Saint-Maurice, c'est la rivière Tapiscoine. Donc, il y a des noms qui existent encore au Québec. L'inverse, il y a des noms qui ont été changés. Puis si on revient sur la question, bon, on a vu qui a été, qui n'a pas été, mais c'était quoi leur réalité, leur quotidien? Le quotidien dans les écoles. Parce que même si tu ne l'as pas vécu, toi, je sais que tu as des amis qui ont passé par là. Oui, j'ai plusieurs amis, mais même des amis qui sont nés, moi, sous la tente dans le bois. Hein? Parce que moi, je suis plus jeune. Fait que j'ai des amis qui sont nés dans le bois et puis qui ont été arrachés à la famille, qui ont été envoyés dans les écoles. Donc, ce qu'ils faisaient, alors quand on est dans la nature, on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. Là, dans les écoles, c'était pas ça, il y avait un horaire fixe. D'abord, on se levait le matin, il devait faire notre lit, avant toute chose, faire son lit. Ensuite, faire une prière. Ensuite, il y avait des cours l'avant-midi, dépendamment, ça peut être les cours l'avant-midi ou l'après-midi. Puis, dans le reste de la journée, il y avait le repas, donc la prière avant le repas, après le repas, la prière avant de se coucher aussi. Mais dans la journée, tu apprenais l'école une partie de la journée, les mathématiques, tout ça, tu apprenais à l'école. Mais dans l'après-midi ou l'inverse, tu avais une partie qui était apprendre à laver le plancher, coucher les patates, tout faire des besoins que l'école demandait, en fait. Contribuer, mais c'était pas juste une corvée, c'était obligatoire. C'était comme ça qu'on te disait que tu étais pour apprendre parce qu'on pensait que tu n'étais pas assez intelligent pour apprendre à lire. Donc, tu ne pouvais pas passer comme 5 heures en classe comme toi à apprendre, que c'était trop pour eux autres qui n'avaient pas les capacités intellectuelles de le faire. Ce qui est horrible à dire. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont, finalement, qui sont sortis des écoles et qui n'ont pas appris grand-chose, qui n'ont pas pu, après, au retour chez eux, ils n'ont pas pu se trouver quelque chose ailleurs parce qu'ils n'étaient pas assez performants. Ils n'ont pas appris assez à compter et assez à lire. C'était tout un quotidien avec, comme tu dis, beaucoup de prières parce qu'on voulait qu'ils oublient toutes leurs légendes, toutes leurs croyances, qu'ils apprennent celles de Dieu, de Jésus, et toute leur langue, on cassait ça. Ils revenaient au printemps, ils étaient plus capables de parler aux grands-parents. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent, ouais, là, c'est longtemps. Les dernières écoles, ça date de 1996, donc il y a plus de 25 ans, c'est dans l'ancien temps, surtout pour vous, vous allez dire. Mais puis j'entends des adultes encore dire, c'est dans le passé, on devrait en revenir. Mais il y a encore des impacts aujourd'hui. On ne peut pas, quand on a vécu des traumatismes, puis que ça s'est transmis d'une génération à l'autre, quand les gens venaient à la maison, puis qu'ils ne comprenaient pas leurs parents et leurs grands-parents, ça, c'était déjà un traumatisme. Mais des fois, ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient plus la langue, parce qu'on leur avait interdit de parler la langue. Et puis ensuite, ils étaient mal, puis ils ne pouvaient pas parler de leur. Moi, il y avait honte, mais ils n'étaient pas capables de parler de leurs blessures parce qu'ils ne savaient pas comment faire, puis tout ça, puis il n'y avait pas l'aide, il n'y avait pas de support. Donc, pas de psychologues, de psychoéducateurs, des TS qui sont là, des professionnels qui viennent aider. Non, il n'y avait pas ça. Donc, souvent, même les gens gardaient ça pour eux-mêmes. Et puis, ce qu'ils faisaient, c'est que souvent, il y avait de la colère aussi. Ça se développait souvent en violence. Contre eux, mais souvent contre les enfants, parce qu'ils n'avaient pas appris, eux autres, à être de bons parents. Il n'y avait pas de modèle. On ne sait pas comment c'est des modèles. Quand on est dans une famille, des fois, les parents se choquent, mais ils ne se choquent pas tout le temps. Des fois, ils donnent des câlins avant de dormir, etc. Mais là, il n'y avait rien de ça. Donc, moi, j'ai eu une confidence d'une grand-mère qui a dit, pour la première fois, j'étais capable de dire « je t'aime » à mes petits-enfants. Elle n'avait pas pu jamais le dire à ses enfants. Elle n'était pas capable de le dire à ses enfants. Donc, c'est des choses qui restent encore aujourd'hui, que les enfants qui ont été privés de cette affection-là de leurs parents, ça traîne des traumatismes. Ils n'ont pas vécu l'école, mais ils traînent quand même il reste des choses de l'école qu'il faut qu'on guérisse. Parce que peut-être certains de tes parents ou grands-parents qui ont encore ces vieilles idées-là parce qu'on s'est tellement fait répéter ça, des trucs négatifs qu'à force de se faire répéter, on croit. Je sais que parfois, avec mes parents, il y a des choses encore là qu'il faut que je remette en contexte, que je leur explique justement. On ne guérit pas nécessairement. C'est juste une histoire en 3 secondes. Moi, j'ai été traumatisé quand j'avais 4-5 ans par une centaine de mulots qui sont sortis du buisson.
ça fait pas longtemps que ça me dérange plus de voir un mulot. Okay. Parce que, tu sais, j'ai été traumatisé, donc imaginez-vous, ça, c'est juste de voir des mulots. Oui. Puis moi, ben, de subir des violences. J'ai une autre histoire, c'est pas une histoire de violence, mais la nourriture, comment ça peut être important quand on mange des choses qu'on aime, quand vous arrivez chez vous, puis qu'ils ont préparé quelque chose que vous aimez, que vous trouvez bon, puis que c'est ça, puis tu dis, ah, j'en veux encore, tu sais. Mais dans les écoles résidentielles, ben, ce qu'on servait sur la table, c'était vraiment différent de ce qu'on mangeait habituellement avec le gibier, le poisson, avec les petits fruits, etc. Là, c'était quelque chose de différent, tout cuisiné. Juste le gruyot, juste l'apparence du gruyot, quand tu n'as jamais mangé ça, c'est pas trop ragoûtant. C'est pas trop. Tu n'as pas vraiment le goût d'aller manger ça. Donc, mais puis il y a eu un témoignage d'une femme qui m'a dit, moi, je ne suis plus capable de manger de pommes. Parce qu'à l'école résidentielle, ils nous obligeaient de manger une pomme par jour. Donc, elle dit, moi, je ne suis plus capable de manger. On a peut-être trop mangé, puis deux, ça y rappelle probablement des mauvaises pommes. Oui, fait qu'elle nous donne les pommes. Moi, j'aime bien les pommes. Okay. Fait qu'elle nous donne les pommes parce qu'elle ne les mange pas. C'est ça, mais toi, tu n'as pas été à l'école. Non. Ben, tu as été à l'école, mais je veux dire, pas dans des pensionnats qui n'est pas traumatisé. Non. Mais c'est ça, donc le but de la journée, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir pour certains, parce que des fois, on vit en parallèle sans se parler, malgré que, comme Nicole me l'apprenait plus tôt aujourd'hui, c'est rendu qu'il y a 50 des Autochtones. Oui, 50 qui habitent dans les villes. Tu sais, on pense que, bon, il y a des villages autochtones, on sait où est-ce qu'ils sont, on est capable de voir sur une carte où est-ce qu'ils se trouvent. Au Québec, il y en a 54 endroits où on trouve des communautés. Mais il y a 50 des Autochtones qui vivent dans les villes. Donc, La Tuque, Shawinigan, Trois-Rivières, et puis, ben, aussi Québec, Montréal, Sept-Îles, Val-d'Or. Donc, des gens habitent les villes. 50 des Autochtones n'habitent plus dans leur communauté. Puis, il y a même des gens qui sont partis il y a peut-être 30 ans, qui vivent en ville pour travailler ou autre chose, et puis qui ont leurs enfants en ville. Donc, les enfants n'ont jamais vécu la vie d'une communauté. Donc, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître pour mieux se respecter, pour être capable de progresser ensemble en respectant les différences des cultures. Donc, c'est un peu ça. Et s'il y en a qui sont curieux et que votre prof n'a pas le temps de vous en dire plus, bien, on leur a fourni, allez leur demander, il y a une pléiade, des douzaines et des douzaines de vidéos. Allez, vous qui êtes sûrement sur TikTok ou sur Instagram ou autre, il y a des TikTokeuses autochtones qui partagent leur culture, qui vous font apprendre à les découvrir. Donc, soyez curieux, c'est le message. Oui. Puis, on a plein d'activités. Il y a des trousses qu'on a fournies aussi aux enseignants pour avoir des activités toutes clés en main pour amener à découvrir davantage. Sinon aussi, je vous invite, il y en a un peu partout au Québec, là, mais pour ceux de la Mauricie, à Trois-Rivières, à 18h ce soir, au parc Jean-Béliveau, qui est entre la Violette et Saint-François-Xavier. Il y a un rassemblement suivi d'une marche organisée par le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières. Et pour finir ça en beauté, bien finir la journée, j'inviterai Nicole. C'est pas tout non plus des Autochtones dans une communauté qui jouent le tambour. Qui jouent le tambour. Moi, j'ai la chance d'avoir eu le grand-père qui a joué le tambour. Donc, je joue le tambour. 2 peaux de chevreuil et puis qui entoure un cerceau en freine. Alors, le freine, parce qu'il nous a donné la vie. Donc, c'est comme ça qu'on fabrique notre tambour. Et puis, ben, moi, j'ai appris à jouer le tambour avec mon grand-père puis d'autres. Donc, je vais vous jouer le chant pour les canards, parce qu'on arrive dans le temps des canards qui s'en vont vers le sud. Là. Merci à vous. Léoné. Merci d'être là. Puis, encore une fois, bonne journée de la vérité et de la réconciliation. Puis, soyez curieux.